Je suis Gila Clara Kessous, coach exécutive en entreprise depuis plus de 10 ans et directrice du forum Feminavox, célébrant la Journée internationale des droits des femmes sous le haut patronage de l'UNESCO. J'ai moi-même suivi le parcours Women on Board de Harvard Business School et j'ai choisi de créer ce podcast devant la difficulté rencontrée par les femmes à entrer dans les boards. Dans ce podcast, Women on Board, vous entendrez des femmes et des hommes expliquant comment soutenir la parité au sein des boards, c'est-à-dire les conseils d'administration des groupes cotés, ETI ou entreprises familiales. Ils évoqueront leur parcours, partageront leur regard sur cette mixité qui reste problématique dans les sphères dirigeantes et surtout, comment selon eux, on peut changer les choses. Women on Board, un podcast de Harvard Business Review France. Dans le cadre du podcast Women on Board, j'interviewe des hommes et des femmes pour essayer d'avoir plus de parité dans les boards. Aujourd'hui, mon invité est Managing Partner à Oana & Co, banque d'affaires spécialisée dans Consumer Beauty and Lifestyle et Tech basée à Paris, New York et Los Angeles avec un desk en Asie. Elle a notamment travaillé avec LVMH, Chanel, Kering, Amore Pacifique, puis Cossé Interparfums, Diptyque, Lanvin, entre autres. Et puis, elle a également développé le fonds incubateur d'Oana & Co pour soutenir les entrepreneurs innovants pour une meilleure planète et un lifestyle plus sain. J'ai le grand honneur de recevoir Karine Oana. Bonjour. Bonjour Gila, très heureuse d'être là avec vous. Également, écoutez, on est très heureux de vous recevoir et d'écouter un petit peu la facilité que vous avez eue, ou la non-facilité, d'entrer dans ce monde des affaires et surtout de pouvoir faire partie de plusieurs boards. Alors, une première question, comment est-ce que vous avez accédé à un board, le tout premier board, rappelez-vous, que vous avez réussi à intégrer? Est-ce qu'on est venu vous chercher? Est-ce que c'est vous qui avez dû faire la démarche? Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Alors, c'était plutôt... Ça m'est tombé dessus, par chance. Et je sais que les gens, quand on leur dit « Oh là là, ça m'est tombé dessus », ça énerve. C'est comme l'amour, ça m'est tombé dessus, le board, ça m'est tombé dessus. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Je me suis fait remarquer un jour de hurricane à New York, où il y avait eu un événement très important avec beaucoup de CEO qui avaient été annulés. Et tous les présidents étaient bloqués dans leur chambre au Plaza, à New York. Et il se trouve que j'avais organisé un thé au Plaza pour ma famille, pour des amis. J'avais une très très bonne amie qui est Shulamit Katzman. J'étais avec elle au bord du musée du design à Holon. Un autre board auquel dont je ne voulais pas faire partie, mais lorsque je l'ai découvert, j'ai été heureuse d'en faire partie. Donc, j'avais invité cette amie et son mari, qui était à New York, parce qu'il voyage énormément dans le monde entier, est passé nous voir. Et il se trouve que j'en ai profité pour inviter tous les gens qui étaient bloqués dans les chambres d'hôtel. Et vous aviez des gens qui étaient venus d'Asie, qui étaient venus d'Europe, des États-Unis, d'Amérique du Sud, et que c'était les plus grands patrons des boîtes de consumer du monde entier. Et c'était vraiment... C'était une journée où normalement tout devait... tout devait être à l'arrêt et au contraire, on a fait quelque chose pendant ce hurricane bloqué au Plaza à New York, quelque chose de très vivant, de très chaleureux. Et Chaim m'a vu à l'œuvre. C'est le président d'un des plus grands groupes de malls mondial. Il a des malls en Europe du Nord, en Europe de l'Est. À l'époque, il y avait aussi les États-Unis. Il était leader aux États-Unis, leader au Canada, au Brésil. Et à la fin, il m'a dit I want you on my board. Voilà. Incroyable. Donc ça a été votre générosité, votre grandeur d'âme qui vous a permis d'entrer dans des boards. Franchement, c'est simplement en étant à l'action, ne pas réfléchir. Et puis, c'est vrai que ce qui l'avait impressionné, c'était que c'était un jour de crise où tout était à l'arrêt et qu'il a vu que j'avais transformé cette crise en opportunité. Puisque tout le monde, l'événement avait été annulé, donc tout le monde était un petit peu
râlaient un peu et attendaient d'avoir un billet de retour. Et on a fait l'événement, et l'événement était encore plus chaleureux, plus spécial, et a apporté beaucoup plus d'opportunités. Et tout le monde m'avait remercié d'organiser ce thé au Plaza. Alors, est-ce que c'est ce que vous avez fait une fois que vous avez été dans le board? Est-ce que vous avez été cette personne qui, lorsqu'elle sentait des possibilités de crise, avait cette force de rebond, ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle, cette capacité d'invention qui permet, comme vous l'avez très bien dit, de transformer la crise en opportunité? Ah, mais ça, je l'ai toujours fait. C'est sinon, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler. On a toujours fonctionné en gérant les crises et en les transformant en opportunités. Voilà, c'est depuis qu'on a créé notre banque d'affaires, on avait commencé avec rien du tout et on a su croître en transformant les opportunités non seulement pour nous mais aussi pour nos clients. Et dans les boards aussi, lorsqu'il y avait des moments difficiles de décision, oui, effectivement, il faut rester, il faut garder un sang-froid, un calme, et toujours trouver la bonne chose qui va en découler. Il y a un côté comme ça, sagesse que l'on apprend dans les livres d'histoire, d'école, dans les livres bibliques aussi, où il faut toujours rester serein, tranquille et se dire qu'il va y avoir quelque chose de bien qui va sortir d'une crise. Oui. Donc tout sauf être hystérique. Oui, bien sûr. Il y a toujours un côté positif. Quand les humains sont là et sont réunis ensemble, il peut en sortir quelque chose de bien. Alors vous voyez que j'utilise le mot hystérique de façon très, très intéressée, puisque c'est vrai qu'on pense toujours aux femmes lorsqu'il s'agit d'hystérie, puisque le mot hystérie vient d'utérus, et que c'est vrai que moi j'ai entendu à plusieurs reprises des hommes dire qu'ils ne prenaient pas de femmes dans les boards, parce que en termes émotionnels, une femme a plus de mal de pouvoir gérer ses émotions qu'un homme. Alors très sincèrement, moi j'ai plutôt vu des situations où les femmes étaient plutôt le vecteur calmant, apaisant, dans des moments de crise où les hommes étaient plutôt en mode confrontation. Je remarque souvent que les hommes adorent, ils sont dans leur zone de confort quand ils sont en égo. Et quand c'est la guerre et qu'il faut la confrontation. Les femmes, c'est pas leur moteur. Les femmes vont trouver toujours des moyens d'y arriver en trouvant le côté, conciliant. Alors, il est clair que pour réussir une négociation, il faut la confrontation, il faut le rapport de force. Et c'est très très important de passer par ce côté masculin. Mais la femme va être là pour arrondir les angles et pour faire en sorte que des choses qui ne seraient pas passées pendant ces moments de confrontation vont passer, justement. La femme va apaiser, calmer les deux côtés d'ailleurs. Pas que le sien, mais le côté adverse aussi. Alors on est devant des femmes aujourd'hui qui souhaiteraient pouvoir rejoindre les boards, quelquefois parce que suite à une carrière brillante, elles aimeraient pouvoir justement être dans des endroits et donner leur avis et impulser, on va dire, une direction. Mais elles ont du mal à trouver déjà des postes, tout simplement parce que c'est avant tout assez coopté comme façon de faire. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes qui recherchent des boards? Est-ce que justement il y a une formation qu'il faut suivre pour réussir ce que vous faites de façon assez naturelle, c'est-à-dire à la fois gérer ses émotions ou essayer de trouver les opportunités là où il y a une crise? Est-ce que vous avez dû vous former vous-même dans tout ce qui va être prise de parole ou alors même pour essayer de bien comprendre ce qu'est un board? Alors, il y a l'école, il y a la formation spéciale pour la gouvernance. Je sais que INSEAD, par exemple, forme à la gouvernance, les grandes écoles forment là-dessus. Mais il y a surtout l'école de la vie, à mon avis.
Et je pense que ce qui est très très important quand on arrive à un board, c'est de se mettre toujours à la place des gens qui dirigent. Parce qu'en fait, le board est en train d'évaluer les actions des dirigeants. Et je trouve que c'est très élitiste quelque part de dire moi je suis là pour juger ce que ce dirigeant va faire et quelle légitimité finalement j'ai vraiment pour décider que il était bon ou il était pas bon, et quelle légitimité j'ai pour dire que on a raison de dépenser $1 milliard dans tel pays plutôt qu'un autre, ou alors de se débarrasser de telle unité. Vous voyez, donc il faut arriver dans un board avec beaucoup d'humilité. Il y a plusieurs moyens d'arriver à un board aujourd'hui. Le moyen le plus facile, c'est être l'héritier, tout simplement. Les filles des dirigeants sont très souvent dans les boards. C'est vrai. Et certaines sont très actives et travaillent très dur, autant que les autres. Et d'autres, j'ai pas honte de le dire, je les vois simplement participer au board par devoir et être totalement détachées du reste de la vie de l'entreprise. Voilà, elles le font parce que elles sont nées et elles en font partie. Voilà. Et ensuite, il y a le côté méritocrate, avec des filles qui ont travaillé, qui ont sué, qui ont vraiment mérité leur place et qui sont passées par plusieurs étapes de hiérarchie et qui ont fait des missions impossibles et qui ont réussi à arriver à ces boards, oui. Et qui connaissent l'entreprise de l'intérieur et qui sont donc très écoutées et très respectées. Mais alors ces filles, elles ont dû se faire connaître, elles ont dû passer un entretien. Comment est-ce que vous pensez que les femmes doivent se positionner aujourd'hui ? Vous parliez justement d'un board et vous disiez que vous ne vouliez pas faire partie, vous vouliez pas en faire partie. Vous vouliez pas en faire partie pour des questions de syndrome de l'imposteur, ou vous pensiez que c'était des choses pas forcément intéressantes à apprendre ? Non, j'aime faire partie des boards, mais je m'interroge sur la légitimité que l'on a de venir tout de suite décider de décider qu'on est meilleur qu'une autre personne, parce qu'on va un board a le pouvoir d'évaluer le travail des dirigeants. C'est son devoir. Et donc les gens que l'on met dans les boards doivent avoir une responsabilité humaine et avoir de l'empathie et de la compréhension sur les actions des dirigeants, parce qu'après ils les évaluent et ils peuvent éventuellement les récompenser ou les sanctionner. Donc non, c'est une vraie reconnaissance d'être dans un board et j'en suis très heureuse, mais c'est vrai que sur un plan humain, quand on arrive quelque part, on se dit ok, je suis là, mais je vais d'abord écouter avant de donner mon avis. Donc c'est ça, vous conseillez aux femmes qui entrent dans les boards de déjà avoir une phase, on va dire, de repérage avant de commencer à intervenir dans un board. Oui et oui, parce que dans un board, il y a un jeu, il y a des jeux de pouvoir, il y a des jeux de relations, il y a des il y a des agendas, et il faut comprendre ce que chacun souhaite réaliser dans l'entreprise. La surface et puis tout ce qui est aussi tout à fait. Donc sous-marin. Oui. Alors, je pense que la meilleure manière d'arriver à un board, c'est d'avoir la confiance du président. Voilà. C'est quelqu'un qui a une vision stratégique à court terme et à long terme, surtout à long terme, et qui va considérer que la personne qui va le rejoindre dans le board ou qu'il va recommander est une personne qui partage cette vision culturelle, philosophique et bien entendu économique pour l'entreprise. Voilà, c'est d'abord la confiance. Donc, ne vient pas, ne va pas venir quelqu'un qui simplement, parce qu'il a très bien travaillé,
va rentrer. Il faut d'abord qu'il ait réalisé de très belles performances, qu'il se soit fait remarquer pour ses performances, et ensuite qu'il soit coopté pour partager les mêmes visions stratégiques. Et vous n'avez jamais passé d'entretien pour passer dans des boards. Vous avez toujours été choisi. Franchement, oui. Jusqu'à présent, le board, le groupe de Maule important, qui était le groupe Gazit, m'avait choisi. Mais je suis quand même montée dans le groupe, puisque j'étais d'abord dans le board de l'Europe du Nord, qui était Citycon, et ensuite je suis passée au board beaucoup plus important, où il y avait des actifs beaucoup plus c'était le cœur des actifs qui étaient en Europe de l'Est, très très important. Donc c'était au bout de 5 ans qui m'ont fait monter, et il y avait des décisions beaucoup plus stratégiques à prendre là-bas. Et ensuite, j'étais aussi au board du groupe On Entertainment, qui a été repris plus tard par Media One. Le fameux Monsieur Capton, Xavier Niel et Mathieu Pigas. Mais bon, j'étais avec Dimitri Rassam et Atan Soumache. Et c'était pour... ça produisait des films, ça produit toujours d'ailleurs, des films extraordinaires, de live et de cartoon. Cartoon très connu, c'est Ladybug, mais il y avait aussi Le Petit Prince. Mmh. Voilà, donc là, il y avait de belles décisions, et on représentait l'ensemble des investisseurs et des familles qui avaient investi dans le groupe. Mmh. Il y avait la famille Dassault, la famille Dumas, enfin, il y avait plusieurs familles importantes. La famille Lafon. Mmh. Lafon, voilà. Oui, Lafon et Dassault, oui. Des beaux noms. Oui, des familles Léofils qui avaient investi en entertainment. Alors, Kerion Nohana, comment est-ce qu'on dit non dans un board ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être la seule à ne pas être convaincue de la direction que le board veut prendre et à suspendre une signature ? Oh là là, oui, on dit non dans un board. On dit non. C'est une décision très difficile. Mais ça peut même... on dit non, oui. Oui, ça peut arriver de dire non parce qu'on considère que il faut savoir dire non. Voilà, je veux pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir dire non, même si, voilà, il faut dire non. Et alors vous, on vous respecte, on vous respectera. Mais quand vous avez dit non, vous avez eu conscience de vous opposer directement à quelque chose que tous souhaitaient, ou pas ? Non, il y avait 2 groupes. D'accord. Et j'ai finalement, j'ai préféré faire partie du groupe qui disait non, et c'est vrai que chaque voix comptait, donc ça a penché pour le non. En votre âme et conscience, vous aviez choisi ce parti-là. Oui. Oui. Donc pour une femme, pour dire non, il faut qu'elle ait déjà fait le tour de la question, qu'elle ait une expertise, et que oui, on avait consulté beaucoup d'experts. Mmh. Mais on a dit non. Ça demande du courage. Oui, je me souviens de cette période. Oui, je vous dirais pas que la décision a été facile, mais oui, il a fallu la prendre. Alors certaines femmes dans le podcast Women on Board nous ont dit que ce qui les avait un peu freinées dans l'efficacité qu'il y avait à mettre dans le board, c'était tout l'aspect politique. Vous l'avez évoqué rapidement pour essayer de comprendre ce moment où on essaye de détricoter tout ce qui est en jeu, tant au niveau visible qu'invisible. Comment vous avez compris l'aspect politique, les enjeux ? Est-ce que, par exemple, pour vous, il y a beaucoup de choses qui se jouent en dehors du board ? Écoutez, moi j'ai l'habitude, lorsque j'arrive quelque part, d'abord d'écouter et de comprendre dans quel environnement je suis, avec qui surtout quand il y a beaucoup de gens. Donc l'aspect politique, j'ai pas raisonné en termes d'aspect politique, j'ai simplement raisonné en termes de où je suis et qui est qui et qui pense quoi, et quelle est la finalité de là où l'on va. Vous n'avez pas pratiqué, par exemple, la stratégie des alliés,
quelquefois on met ça en place, c'est-à-dire on va plutôt aller vers des personnes qui, on le sent, ont plus de pouvoir que d'autres, par exemple. Ça s'est pas passé comme ça. Ça c'est trop. De toute manière, ça serait trop obvious de faire ça. C'était très genuine. Il y avait, on se rend compte dans des endroits, des fois, on était souvent à l'étranger, donc il y avait le côté sympathie et je pense qu'avant tout, il fallait connaître les gens et savoir d'où ils viennent et leur philosophie. Il y a des gens qui ont trimé très très dur dans leur vie, qui pour arriver là où ils sont et dont la voix est très respectée aujourd'hui. Il y a des gens qui sont plutôt des scientifiques, qui ont découvert des patentes exceptionnelles, extraordinaires, qui sont des vrais savants. Donc c'est pas forcément des économistes, mais quand ils parlent, vous les respectez énormément pour les progrès qu'ils apportent à l'humanité. Vous avez aussi des gens qui viennent du domaine de l'expertise comptable, qui vont vous sortir des chiffres ou des anomalies qui pourrait y avoir et auxquelles il faut réfléchir et que personne d'autre n'a vu. Donc, si vous voulez, il y a de vastes compétences et vous vous enrichissez à parler à chacun d'entre eux. Voilà. Parlons aussi de la constitution de votre board, parce que ça aussi c'est quelque chose d'assez intéressant puisque vous êtes de l'autre côté en lien avec votre entreprise. Comment vous choisissez les membres de votre board ? Alors, nous, on est une société familiale et on n'est pas coté, donc on n'a pas l'obligation d'avoir des board members, mais c'est vrai qu'on a des mentors. Notamment, on a des experts de la beauté, on a des experts du monde de la mode et on a aussi des experts en sustainability, en environnement. Et c'est vrai que depuis 15 ans, j'ai eu la chance d'avoir, parce que lorsque j'habitais New York, je l'avais rencontré, j'ai eu la chance d'avoir Suzanne Rockefeller qui m'a vraiment initiée aux contraintes environnementales dans le monde du consumer goods. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a poussé moi-même et ensuite j'ai poussé les autres, mes frères et tous les membres de la société à aller de plus en plus vers des projets éthiques, sustainable et avec des formulations plus saines, ne serait-ce que par exemple dans les produits de beauté, dans les produits d'hygiène, d'entretien, dans les parfums. Tout ça, c'est des choses où on a été très concernés. On a aussi investi nous-mêmes dans des sociétés où on a levé de l'argent et ensuite on s'est retrouvé investisseur. Par exemple, dans un projet qui s'appelle New Light Technology, qui est carbone négatif. Et New Light extrait de l'air par des procédés de fermentation fait une matière à base de carbone, et vous pouvez faire des lunettes, vous pouvez faire du cuir, vous pouvez faire des couverts, vous pouvez remplacer les pailles en plastique, et ce sont ensuite des matières qui sont compostables dans l'océan ou dans la terre lorsqu'il y a un environnement microbiome, à base de microbiome. Donc je trouve qu'aujourd'hui, s'intéresser aux nouveaux matériaux qui vont façonner les produits de consommation dans l'avenir sont très importants. Pareil pour les produits cosmétiques, il y a eu une vraie évolution dans les formulations et on conseille des sociétés qui sont de plus en plus naturelles, éthiques et qui font très attention aux formulations. Alors, si vous êtes une société familiale, c'est sûr, par rapport au board, mais au niveau COMEX, avec la loi Rixin, il y a quand même des quotas qu'il va falloir remplir à partir de 2026.
Comment est-ce que vous avez élaboré votre COMEX ? Est-ce que c'est difficile de travailler avec sa famille ? Est-ce que vous avez réussi à mettre de la parité dans le COMEX ? Comment vous vous y êtes pris ? Alors, on est moitié femme, moitié homme chez nous, très franchement, et on l'a pas fait exprès. En plus. Oui, on a plusieurs nationalités. Donc, de ce côté-là, c'est bien. Et à nouveau, je vous confirme que cela enrichit la société et cela aussi apporte, apporte de vraies complémentarités dans l'activité de la société. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux femmes justement et aux hommes aussi pour qu'il y ait plus de parité dans les boards ? Karine Oana. Écoutez, on est dans un monde où l'humanisme est très très important. On est en train de bâtir les générations futures et les femmes vont apporter beaucoup d'humanisme et vont aider à arrondir les angles et vont aider à créer un monde meilleur pour les sociétés, surtout dans les sociétés de consommation où c'est souvent les femmes qui utilisent les produits. Oui, c'est vrai qu'on oublie souvent qu'elles sont les premières utilisatrices. Bien sûr. Oui, clairement. Donc, quand on est le premier utilisateur, on est le premier à savoir les conséquences de l'utilisation du produit. Très bien. Et pour les hommes, est-ce qu'il y a quelque chose que vous préconisez pour laisser la place ou alors mieux accepter cette parité sans avoir peur de ne plus avoir de pouvoir ? Je ne vois pas de peur chez les hommes. Je vois simplement que les hommes, ils veulent arriver quelque part, ils ont un target et ils veulent l'accomplir. C'est tout. Donc, ils vont straight to the business et ils veulent... Voilà, si les femmes ont des idées, des initiatives et qu'elles aident dans cette efficacité, ils sont fous de joie de les avoir. Si, au contraire... ça n'aide pas à accomplir le target, un homme, il se pose pas trop de questions. Il arrive au bureau pour accomplir certains objectifs et il est toujours très heureux d'avoir de l'aide et de la coopération et que cela soit un homme ou une femme. Donc dès qu'il y a des idées ou de la créativité, il en est très heureux. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc il faut présenter d'une certaine manière la parité pour accéder à l'égalité comme quelque chose qui permet à l'homme aussi de pouvoir accéder à plus d'efficacité, c'est ça ? Oui, surtout si la personne, remplit le job, parce que c'est pas seulement le sexe qui va faire qu'elle va remplir le job. Si la personne est efficace, qu'elle soit homme ou femme, ça ne comptera pas vraiment. C'est en fait le fait qu'elle fasse avancer les choses dans la société et qu'elle soit une solution et pas un problème, c'est tout. Et souvent les femmes peuvent être des solutions. Donc si les hommes commencent à les voir comme des solutions et comme des moteurs pour l'entreprise, et ils les voient de plus en plus comme ça. Donc je suis plutôt optimiste par rapport à... optimiste. Oui, je suis plutôt optimiste en cette histoire de parité. Je me fais pas trop d'inquiétude, peut-être parce que autour de moi il y a de la parité et que ce sont peut-être des secteurs plus innovants que d'autres. Karine Oana, merci d'être passée dans ce podcast Women on Board et de nous avoir partagé votre vision optimiste du futur. Merci beaucoup Gila de m'avoir invitée. J'étais très heureuse d'apporter ce témoignage. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode de Women on Board tous les 15 jours sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. À bientôt.